Un influenceur qui va faire ce challenge-là, même un influenceur qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et on en a qui participent, ça leur permet de gagner de l'argent, de faire des vues, et en plus de pas faire un placement de produit où la communauté, franchement, aime pas trop ça. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Crayon Business. Je suis aujourd'hui avec Antoine Godefroy. Salut Antoine. Salut Valorant. Tu as monté Slick, qui est une agence d'influence TikTok et plus globalement de contenu, et plus récemment Kills, dont tu vas nous parler un peu. Ouais. Je suis ravi de te recevoir parce que certains le savent peut-être, mais on est aussi un peu amis au-delà des médias et au-delà des affaires qu'on fait ensemble. Et donc du coup, j'aimerais déjà commencer par une première question qui est, ce monde de l'influence, c'est un milieu hyper connu et où beaucoup de gens sont très sensibles pour une partie de la population, et d'autres qui comprennent pas du tout. Pour ceux qui comprennent pas du tout, comment tu le vulgariserais en une minute, ce milieu-là ? Alors déjà, merci beaucoup Valorant de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Donc c'est une très bonne question qui a introduit notre discussion. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a des personnes qui comprennent pas ce que c'est. Le mécanisme de l'influence, en tout cas surtout sur les plateformes digitales, les médias sociaux, ça se diffuse principalement sur YouTube, sur Instagram, maintenant sur TikTok, aussi à une certaine époque sur Facebook. Et donc en fait, déjà toutes les personnes qui ne sont pas habituées à consommer ce genre de médias vont pas être habitués en fait à interagir ou à voir du contenu créé par des influenceurs. Donc sur la télé, on va avoir des influenceurs de l'époque qui peuvent être des chanteurs ou des présentateurs télé, mais c'est pas au même niveau en fait que des influenceurs qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur les médias sociaux, qui sont en fait un peu des gens de monsieur et madame tout le monde, mais qui en créant du contenu réussissent à devenir connus. Donc pour vulgariser un peu l'influence que je définis dans le cadre digital, donc des plateformes et médias sociaux, je dirais que c'est un créateur de contenu, donc quelqu'un qui a créé du contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et qui fédère une communauté. Donc il a une communauté avec laquelle il peut communiquer. Et en fait, il va être capable aussi de pouvoir influencer des comportements d'achat. Donc typiquement, c'est là où il y a le modèle économique qui rentre en jeu, c'est que les annonceurs vont contacter ces influenceurs pour faire la promotion de produits. En fait, c'est un peu comme une pub télé à l'ancienne, mais version plus directe auprès d'une forme d'ambassadeur, en fait. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, là où la pub télé à l'intérieur, tu vois, t'as une émission, enfin, t'as une chaîne de télé avec des programmes et tu vas avoir des petits espaces pour mettre des pubs télé. Bah là, l'influenceur, en fait, il a sa propre chaîne. C'est-à-dire que c'est lui-même qui crée le contenu, et donc il a beaucoup plus de liberté dans le format qu'il peut utiliser. Tu vois, donc ça, par exemple, sur YouTube, ça peut être des intros, ça peut être des outros, ça peut être des vidéos complètement sponsorisées. Donc il y a beaucoup plus de liberté là-dessus. Et pourquoi, c'est une question que je pense que beaucoup de gens se posent, pourquoi les gens font confiance du coup à ces créateurs de contenu, à ces influenceurs, pour en fait promouvoir des marques, des produits, des services? Parce qu'on pourrait très bien se dire, je sais pas, je regarde TPMP ou je regarde France 2 et en fait, j'ai pas forcément envie d'acheter les produits qu'ils vont me recommander. Pourquoi ça serait différent avec un influenceur ? En fait, il y a un lien qui se crée de confiance entre l'influenceur et son audience, un lien déjà de proximité. Ça veut dire que l'influenceur le créateur de contenu va créer du contenu de façon assez fréquente. Par exemple, sur Instagram, ça peut être plusieurs fois par jour. On a différents formats, on a des posts où là, on peut mettre un peu plus, enfin, avoir des posts plus propres, mais aussi des formats plus spontanés comme les stories ou les vidéos TikTok s'il y a un compte TikTok. Donc déjà d'office, avec ce type de contenu-là, il y a un lien qui se crée plus facilement. Quelqu'un qui va mettre des stories sur Instagram, un influenceur, il va être un peu plus transparent, tu vois, il va être spontané, plus authentique. Et en fait, ça arrive en rupture par rapport au format publicitaire traditionnel où en fait, c'est pas d'humain à humain, tu vois, c'est plus de marque à humain. Et en fait, ici, l'influenceur se fait le représentant de la marque, un peu le conseiller. Et donc, ça paraît beaucoup plus crédible et ça donne envie de lui faire confiance pour utiliser ce produit-là. En fait, même psychologiquement, c'est normal, on est des humains, donc on est habitué à interagir et à faire confiance à des humains plutôt qu'à des marques. Ouais, je comprends. C'est comme si toi, tu me recommandais une chemise et puis en fait, tu le faisais, mais à des milliers, voire des millions de personnes. Ouais, c'est ça. Sauf que toi, du coup, ce que tu vois, c'est surtout moi qui te recommande une chemise. Tu te dis pas, attends, mais il recommande à des millions de personnes. Ok, je comprends, oui. Donc il y a une relation parasociale, c'est ça l'expression. Ouais, un petit peu. Vous êtes lancé surtout sur TikTok avec Slick, même si vous couvrez une zone plus large.
TikTok, c'est un peu le truc qui a débarqué pendant le confinement, même si ça existait évidemment avant. Qu'est-ce que ça a changé et pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde court un peu derrière TikTok en termes de manière de faire son réseau social? Ouais, donc déjà, en fait, c'est qu'il y a plusieurs points, mais tu vois, là où tu as une rupture avec Instagram, Facebook par rapport aux médias plus traditionnels, j'estime que tu as aussi une rupture qui s'est faite avec TikTok. Donc après, ça peut être aussi parce que c'est une application chinoise, il peut y avoir plein d'explications, mais en tout cas, tu as une rupture au niveau du format par rapport à ce qu'ils faisaient sur Instagram ou sur Facebook et YouTube. Un point qui est assez important déjà, c'est l'algorithme qui fonctionne complètement différemment. Faut savoir que TikTok, les gens qui travaillent chez TikTok ne se qualifient même pas, qualifient pas TikTok comme un réseau social, mais plutôt comme une plateforme de création de contenu. C'est-à-dire que quand tu es sur TikTok, tu n'as pas besoin d'avoir des abonnés pour faire des vues. Et quand tu utilises la plateforme, tu n'as pas besoin de suivre des gens pour voir du contenu. C'est-à-dire que l'algorithme va lui-même faire son travail de te montrer du contenu. Donc en fait, c'est un peu un mix entre les réseaux sociaux où en effet le contenu créé, c'est du contenu créé par des utilisateurs, par toi, par moi, par n'importe qui. Un peu le modèle Instagram, quoi, finalement. C'est ça, mais avec ce côté, déjà tu as un côté éditorial qui est assez fort, avec des trends, avec différents challenges qui sont lancés par TikTok, donc réfléchis, tu as des responsables éditoriaux pour TikTok, et tu as un algorithme en fait qui va lui-même choisir le contenu qu'il veut te diffuser par rapport à tes préférences. Donc c'est pour ça que tu as un peu ce mix entre les réseaux sociaux, mais aussi un peu une chaîne, un feed personnalisé pour toi, qui va pas forcément beaucoup prendre en compte les gens que tu suis et ton cercle d'amis, etc. Et aujourd'hui, c'est encore possible de se lancer sur TikTok? Parce que je sais que nous, je le dis à titre personnel, mais on nous avait beaucoup fait la remarque sur YouTube il y a 2 ans. Ouais. Au final, ça nous a plutôt réussi. Mais par rapport à TikTok, on dit aussi que aujourd'hui, le réseau est un peu saturé. Toi, tu vois les choses comment, de toi qui est en contact avec tellement de créateurs différents? Alors, dire que le réseau est saturé, comparé aux autres réseaux, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il est beaucoup plus jeune et même les possibilités d'évolution sont plus fortes. Moi, je dirais que c'est juste une question de dynamique. Ça veut dire que tu peux, en effet, même sur Instagram, tu peux toujours créer du contenu et être connu, ça prend juste plus de temps. Sur TikTok, comparé à il y a 2 ans, en effet, il y a plus de monde. Tu vois, vraiment, à l'époque, tu pouvais faire 1 million d'abonnés en quelques semaines en publiant du contenu. Là, c'est un peu plus difficile. Mais vraiment, comparé aux autres plateformes, c'est à l'heure actuelle la plateforme où tu as le plus de place pour t'exprimer, où tu as des formats aussi où tu peux être le plus créatif, où tu peux aussi te distinguer. Il y a juste à regarder déjà au niveau des marques, tu prends chaque secteur, chaque industrie, et tu vois qu'en fait les leaders qui sont sur la plateforme, ils ont la plupart du temps, ils sont pas là depuis très longtemps. Et en fait, tu peux facilement réussir à augmenter pour prendre la place de celui qui est là. Donc, t'es pas obligé de mettre des énormes budgets parce que justement, là, il y a des barrières à l'entrée plus fortes. Donc, sur TikTok, vraiment, tout le monde peut se lancer, qu'on soit une marque ou un créateur. Et justement, c'est le moment de se lancer parce que la plateforme est en train de continuer à gagner en maturité. T'as des nouveaux formats qui apparaissent avec les stories, avec les live shopping, etc., que ce soit pour les utilisateurs ou pour les marques. Donc, c'est le moment de pouvoir y aller et fédérer une audience. Je comprends très bien, mais du coup, je le dis à titre personnel, mais la première fois que j'ai vu TikTok, ça devait être à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans. Et le premier truc qui m'a frappé, et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à perdre ce sentiment, c'est ce sentiment de spot de publicité à échelle infinie, en fait. Ouais. J'ai l'impression que le format est très spot de pub. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses qu'eux-mêmes ont construit la plateforme pour en faire quelque chose de très commercial dès le début, ou c'est un peu une conséquence de la manière dont culturellement ils voyaient les choses? Spot de pub, tu veux dire que rapidement, quand tu scrolles, t'arrives toujours sur des pubs tous les 8 ou 9 Non, plutôt dans la manière dont dont l'écran est organisé, où on défile de vidéo en vidéo. Ouais. Il y a un truc très, je mets des guillemets à ça, mais imposé à ton écran, et avec des vidéos extrêmement dynamiques qui font très spot de pub de mode, spot de pub de musique. Enfin, je sais pas si toi, t'as eu le même sentiment et... Enfin, je sais pas comment c'est... Est-ce qu'ils l'ont construit, tu penses, exprès, cette plateforme-là? En fait, je vois ce que tu veux dire, et c'est que quand t'es sur TikTok, tu perds un peu le contrôle. En fait, c'est un peu comme tu vois, quand t'as des pubs que tu peux pas skipper sur YouTube ou tu vois, t'es un peu énervé. Sur TikTok, c'est pas en mode c'est frustrant, mais c'est que t'as peu de distractions. T'as juste ton contenu et ton pouce pour balayer. Au final, mettre des likes, mettre des commentaires, on va dire que c'est même pas forcément ce qui est le plus important pour l'algorithme. L'algorithme, il est fait juste pour que tu regardes un maximum de contenu et donc il doit être ultra addictif. Et tout le design est fait pour que tu sois le moins déconcentré possible. T'ouvres TikTok, direct t'as des vidéos et tu commences à scroller. Donc je pense que ce sentiment, il peut venir là-dessus, que c'est une plateforme qui est très addictive. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vraiment, il y a une grande partie des gens avec qui j'échange sur TikTok qui ont essayé la plateforme, qui me disent « j'ai désinstallé l'application » parce que j'y ai passé quelques heures et je me suis fait peur
et j'ai désinstallé l'application. Donc je pense qu'il y a en effet ce truc où tu ton écran et en fait et tu dis putain qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est comme le casino dans Percy Jackson, tu vois, où en fait ils ont passé 2 mois dedans. Complètement coincé, tu vas pas le temps passer. Donc moi je pense que c'est ce qui peut être un peu effrayant et c'est aussi là où il faut faire attention en effet quand on est plus jeune et qu'on est moins sensibilisé à cette addiction là. Je pense qu'il peut y avoir une réelle addiction. Et sur les influenceurs, du coup, Slick, avec la sauce, vous organisez les plus grosses soirées TikTok de France, dans lesquelles nous, on s'est occupé de la relation presse. J'avais comme question par rapport à ce rapport-là aux créateurs, parce qu'on a beaucoup parlé de la plateforme, des leviers, mais en termes de vie qu'ils mènent et en termes de fonctionnement, c'est quoi des influenceurs? C'est des artistes, c'est des entrepreneurs? Dans quelle case on les met? Parce que moi j'ai toujours vu, et je donne mon avis et tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai toujours vu des créateurs qui étaient extrêmement stratégiques et financiers, donc plutôt dans une case entrepreneur, et des créateurs qui étaient beaucoup plus créatifs, contenu, orientés sur le contenu, et qui s'intéressaient beaucoup moins aux possibilités financières, donc beaucoup plus dans la case artiste. Bah, comment tu vois le truc, toi? En fait, ce qui est déjà bien sur TikTok, c'est que ça a créé une classe, une génération d'influenceurs. À l'époque, tu vois, enfin, les deux plateformes où tu as les influenceurs principaux, donc tu as les youtubeurs et tu as les influenceurs Instagram, où en effet, souvent sur Instagram, les gros influenceurs, la plupart du temps, ils vont émerger via des émissions, via la télé, voilà, via des choses comme ça. Des canaux plus traditionnels. Voilà, des canaux plus traditionnels et c'est pas... Enfin, en tout cas, je parle des influenceurs mainstream, c'est plus rarement des créateurs de contenu, tu vois, qui créent du contenu. Là, sur TikTok, c'est des gens déjà, quand la plateforme... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, avant la plateforme, il y a même 1 an, c'était vraiment personne. Et comment ils ont su se distinguer et fédérer une communauté, c'est autour de leur originalité, de leur personnalité et du contenu qu'ils créent surtout. Du contenu que les gens ont consommé. Ils n'ont pas attendu la télé ou d'autres choses externes pour les propulser. Ils l'ont eux-mêmes fait. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a une grosse diversité dans les types de profils. Et c'est en effet ce que tu citais. On va d'un côté avoir des profils qui étaient plus en mode « Ok, il y a une opportunité pour du coup avoir une grosse audience et potentiellement monétiser ». C'est pour ça qu'on connaît pas mal de créateurs, tu vois, qui sont sur des contenus éducatifs, sur des contenus finance, crypto, entrepreneuriat. Ou en fait... on peut citer French Startupper, Follow Dorian, Market Dump, même Philosophe. À l'époque, ouais. Et ça, c'est justement des créateurs qui avaient ce côté business et qui se sont dit, voilà, il y a une opportunité, je vais déjà comprendre les codes de la plateforme, fédérer une audience. Et au final, maintenant, ils gagnent très bien leur vie en monétisant leur audience. Et on a un autre côté, plutôt des personnes qui aiment créer, qui sont des créateurs, qui aiment faire des sketchs, qui aiment faire des blagues, qui aiment faire de la peinture, de l'art, etc. Qui sont sur TikTok et en fait, qui sont moins en mode business, tu vois. Donc, évidemment, ceux qui réussissent le mieux, après, ils s'entourent, ils apprennent, ils font quelques erreurs au niveau du pricing, etc. Mais ils apprennent. Mais je trouve que c'est ça qui est pas mal sur TikTok. C'est vraiment, il y a une belle diversité de profils et c'est ce qu'on voit quand on organise No4Unite, c'est qu'on a vraiment plein de profils différents. On a même des personnes qui vont être connues de base d'Instagram qui sont ensuite allées sur TikTok et qui ont déjà une grosse communauté Insta. On a aussi des artistes qui, donc par exemple, Kinvey, avec qui on a, qui s'est produit lors de la 4Unite 2, qui est aussi sur TikTok et qui est connu sur cette application. Donc c'est assez cool de pouvoir tous se retrouver autour de TikTok et en fait chacun a un peu son parcours et son histoire. Par rapport à tout ça, j'avais aussi une question sur du coup entre guillemets le niveau, le ranking des influenceurs, même si jamais c'est pas tellement un sujet forcément important, mais c'est la qualification de la vue. On a un peu ce réflexe, et peut-être que c'est pas le cas, hein, mais on a un peu ce réflexe de penser que la vue la plus qualitative, c'est celle de YouTube, après il y a celle de Instagram, et en dernier il y a celle de TikTok. Comment toi tu vois ça par rapport aussi à l'agence que tu mènes? Parce que ce que tu m'as dit et ce que beaucoup de gens repèrent, c'est qu'en fait TikTok a parfois une beaucoup plus grosse traction que YouTube ou Instagram. Comment t'expliques ça? Parce que moi ça me paraît un peu contre-intuitif. Parce que du coup, c'est des vidéos très courtes qui auraient plus d'impact que des vidéos très longues. Ouais, donc en fait, c'est que sur TikTok, au niveau des vues, on va plutôt chercher à faire du volume. Bon, déjà, au niveau de la décomposition, si on compte juste la vue, une vue YouTube, déjà, tu as une vidéo qui peut durer 7, 15, 25 minutes. Donc forcément, quand tu as une vue d'une vidéo là, tu vas avoir aussi la possibilité de mettre beaucoup plus, tu vois, si tu as une marque, beaucoup plus de storytelling, tu vas avoir plus d'impact parce que tu as du temps pour construire ça. Donc, je pense que la décomposition, elle est sur les vues, je la trouve assez pertinente. Maintenant, nous, quand on va travailler sur TikTok, on va pas forcément chercher à faire, tu vois, à comptabiliser le nombre de vues. Nous, ce qu'on cherche sur TikTok, c'est à avoir de l'impact. Ça veut dire à construire une campagne où, en fait, une personne qui va regarder une campagne va voir qu'il y a un compte il y a du contenu qui est publié sur un compte.
tu as des influenceurs ensuite qui parlent de la marque, tu vas avoir des campagnes publicitaires, ensuite on organise un event avec la marque dans son showroom et on fait venir aussi des créateurs. Tu vois, c'est d'essayer de construire quelque chose de plus 360, un peu avec différents formats où en fait il va y avoir plus de répétitions et donc potentiellement... oui, créer du momentum autour du projet. Exactement. Plutôt que, tu vois, une vidéo YouTube où voilà, on fait une grosse vidéo avec des gros youtubeurs, on fait 1 million de vues. Nous, on va plutôt chercher à construire quelque chose sur les différents leviers qu'on a à notre disposition sur TikTok. Et du coup, en plus de l'agence, vous avez monté chez Slick un projet récemment qui s'appelle Kills, qui est un peu, en termes de nom, l'inverse de Slick. Secret, il fallait pas le dire. Non, je plaisante. Bon, je suis pas le seul à avoir remarqué. Ouais, c'est ça. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est de pouvoir faire une espèce de plateforme de concours où il n'y aurait pas de barrière à l'entrée pour être influenceur parce que n'importe qui pourrait créer une vidéo et gagner le concours en termes de vues. Ouais. C'est ça ? Alors, plusieurs points là-dessus, mais c'est à peu près ça. En fait, c'est une plateforme digitale qui permet aux labels de musique de lancer des challenges sur TikTok et de rendre leurs titres viraux. Donc, en fait, c'est-à-dire avoir des titres qui vont complètement percer sur la plateforme parce que ça, les labels l'ont bien vu. Et là-dessus, on se base tout simplement sur le fait que, en tant que créateur de contenu, le nombre de vues que tu vas faire va pas forcément être influencé par ton nombre d'abonnés. Donc tu vas avoir des gens qui au final ont très peu d'abonnés et qui vont pouvoir faire des vues à des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues. Et ça en fait on s'est rendu... Et l'inverse du coup. Et l'inverse. Donc c'est pour ça que en fait nous on avait des labels qui sont venus au For Unite avec qui on travaille et qui ont les labels, les artistes qui se produisent. Et en fait ils voulaient travailler avec nous pour propulser des sons sur TikTok parce qu'on l'a vu, TikTok permet à des titres de complètement exploser, complètement percer. Et puis ça pour le coup je trouve ça complètement logique. C'est vrai que t'entends une musique sur TikTok, si elle est cool, tu c'est ça. Ouais. Et il y a des stats aussi de TikTok parce que TikTok travaille beaucoup avec les labels qui montrent que vraiment t'as une bonne partie de l'audience TikTok qui va associer des titres à des vidéos TikTok carrément ou à des challenges. Et le truc qu'on nous a dit c'est voilà comment Slick vous pouvez nous aider. Et nous en tant qu'agence on a une approche tu vois beaucoup plus personnalisée où on paye des influenceurs tu vois c'est des budgets au final et une façon de travailler qui est pas cohérente avec celle des labels qui en fait vont sortir plusieurs titres par semaine et du coup on a besoin de beaucoup plus de campagnes de façon beaucoup plus automatisée et avec un budget plus faible parce qu'à l'avance ils savent pas forcément quel titre va fonctionner ou pas. Et donc c'est là où on a cette idée de créer Kills parce que du coup les labels peuvent lancer automatiquement des challenges sur la plateforme à un coût qui est moindre de façon automatisée parce qu'on a une communauté du coup de créateurs de contenu à peu près on a plus de 10 000 personnes là ça fait 3-4 semaines qu'on a lancé et en fait ces personnes là vont recevoir un email, un message en leur disant voilà il y a cet artiste par exemple Maître Gims qui vient de lancer un son participe, crée ta vidéo et tente de gagner de l'argent. Et en fait c'est une sorte de jeu concours parce que sur par exemple les 100 participants qui participent au challenge, nous on va en rémunérer que 10 ou 15. Ok, et en plus tu peux l'intégrer à ce que tu fais habituellement sans que ce soit forcément gênant pour ton propre contenu quoi. C'est-à-dire, tu veux dire je sais pas, mettons que je fasse des vidéos de skate. C'est ça. Je peux très bien du coup faire la même vidéo de skate que d'habitude, mais avec le son. Exactement. C'est qu'en fait le truc du son. Skate, hein. Le truc du son, c'est que c'est pas promotionnel. Tu vois, c'est qu'un influenceur qui va faire ce challenge-là, même un influenceur qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et on en a qui participent, ça leur permet de gagner de l'argent, de faire des vues, et en plus de pas faire un placement de produit où la communauté, franchement, aime pas trop ça. Enfin, où c'est plus cadré, quoi. C'est un peu la dernière question que j'ai pour toi, c'est justement comment réussir en fait à avoir cet équilibre entre la rémunération d'un créateur pour le contenu qu'il offre à sa communauté gratuitement, parce qu'il faut le dire, c'est quand même souvent ça l'histoire. Comment réussir à maintenir un équilibre de confiance avec sa communauté alors que de plus en plus de gens sont sensibles au fait d'être des cibles marketing. Comment toi, tu conseillerais un créateur pour être équilibré justement sur ses placements de produits, sur le fait de s'associer à des marques ? Parce que c'est un challenge assez compliqué. Moi, je prends juste l'exemple du crayon. Nous, ça nous arrive de sponsoriser des vidéos, mais on ne le fait qu'avec des plateformes ou avec des projets ou avec des entreprises qui sont fondamentalement liées à ce qu'on fait. Le dernier en date qu'on avait fait, c'était avec Political. Political, c'est une plateforme de débat neutre et suisse. Donc c'est difficile de faire plus cohérent avec ce qu'on fait. Ouais. Mais je me verrais pas le faire pour, je sais pas, pour une marque de vêtements que je n'utilise pas ou ce genre de choses. Ouais. Comment quand on est un créateur, on triangule ça ? Bah, déjà, d'un point de vue de l'audience, quand tu payes pas, c'est que t'es le produit. Et donc, en fait, t'es le produit de deux façons sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne paye pas les réseaux sociaux. C'est soit t'es le produit de la régie publicitaire du réseau social qui va te montrer du contenu, donc c'est les publicités qu'on a, le TikTok Ads, le Facebook Ads.
soit tu es le produit des influenceurs qui créent du contenu parce qu'ils ont besoin de se rémunérer. Donc déjà, dans ces deux choix-là, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui préfèrent au final avoir des créateurs qui produisent du contenu de qualité et qui se rémunèrent de cette façon-là, et donc au final d'avoir une économie qui est un peu plus entre le créateur et l'audience, plutôt que d'avoir une économie où tu vas avoir le média ou la régie publicitaire et l'audience. Parce que tu as un lien avec le créateur, il y a un lien qui est plus humain, et puis et moi je pense qu'on va un peu plus vers ça, et c'est ce qu'on appelle la creator economy, c'est-à-dire le fait qu'on a en fait une économie qui se crée entre les créateurs et l'audience, et où l'audience peut aussi être créateur, dans notre cas par exemple de Kills, où en fait c'est des gens comme toi et moi, on participe au challenge, on n'a pas une audience de ouf, mais en fait on est des créateurs et on peut se rémunérer. Ensuite, par rapport à ce que tu me disais au niveau des messages des influenceurs, comment ils peuvent justement faire en sorte que ça passe mieux, moi je pense que c'est avant tout de être honnête vis-à-vis de son audience et être transparent. Donc, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur YouTube, où moi je consomme pas mal de contenu, et je vois justement des influenceurs, des créateurs, des youtubeurs qui vont dire clairement à leur communauté qu'ils ont besoin de se financer parce qu'ils sont autofinancés et que justement YouTube, la rémunération de YouTube est plus aussi intéressante qu'avant. Et donc ça, on le comprend. Le fait de le dire permet de comprendre les choses plutôt que le fait de le cacher. Et je pense que les gens en ont besoin, parce que je pense qu'on a pu voir récemment pas mal d'influenceurs sur Instagram perdre en crédibilité, parce que vraiment c'était une usine en fait. C'était un gros business où en fait derrière la valeur ajoutée du contenu était infime par rapport à tout le business de placement de produits qui allait. Donc je pense que c'est réussir à équilibrer entre la valeur que tu donnes... ou même les produits placés qui étaient vraiment de mauvaise qualité. On se souvient de l'affaire Emma Cupcake... Cupcake. Ouais, ou les cartes Pokémon, enfin des trucs comme ça qui sont carrément de l'arnaque. Moi je pense qu'il y a un équilibre entre la valeur que tu donnes, et du coup tu dis à ton audience, voilà, moi je te crée du contenu de façon quotidienne, du contenu de qualité, bah derrière tu comprends que moi j'ai besoin de me rémunérer. Et je le ferai avec des choses qui sont pertinentes pour toi. Et à partir du moment où ça c'est dit, je pense qu'il n'y a aucun problème avec l'audience, et on va arriver petit à petit dans un modèle qui est plus de cette creator economy. Est-ce que tu penses qu'il y aura des créateurs sur tous les sujets sur Terre à terme? Du moment qu'il y a une audience, ouais. Du moment que ça intéresse des personnes, ouais. Je pense que comme tout business, parce qu'à la fin, les créateurs se rémunèrent, donc il y a ce côté entreprise, ouais. Il faut qu'il y ait Enfin, il faut que ça... quand tu es un média ou que tu crées du contenu, il faut que ça touche une audience. Sinon, tu vas pas pouvoir le monétiser. Donc je pense qu'en effet, on peut avoir des créateurs qui se monétisent sur n'importe quel sujet à partir du moment où ça intéresse des gens. Donc c'est là aussi un peu une sélection. C'est si tu crées du contenu qui intéresse personne, bah malheureusement... ça va être plutôt compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. C'est les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités du Crayon. Quelle personne t'aimerais voir dans ce genre d'interview sur le Crayon Business? Yomi Denzel, tu l'as déjà invité? Non. Yomi Denzel, vraiment, je trouve que ce serait ouf. Vraiment. Okay. Je trouve que ce serait ouf par rapport au parcours qu'il a, et même le fait que c'est un des rares gars qui a commencé dans le dropshipping et qui est vraiment en train de construire un empire et de capitaliser sur ça, de construire quelque chose de long terme. Donc en ce sens, je trouve que c'est très intéressant. Et puis ça permettrait aussi de mettre en avant le dropshipping qui est pas mal décrié et qui pourtant continue et évolue vers de nouvelles formes. Moi, je pense qu'il y a vraiment des gros sujets à aborder là-dessus, même vis-à-vis d'entreprendre quand on est jeune, quand on est étudiant, ce qui a été mon cas. Donc ouais, je pense que ce serait cool. Bon, on va filer une invitation à Yomi. À Yomi, ouais. Est-ce que tu as une phrase, une citation ou une punchline, que ça soit de toi ou de quelqu'un d'autre, qui t'inspire, qui te motive, qui te fait réfléchir, que tu aimerais partager aux gens? Ouais, moi je peux finir sur un concept. J'ai pas une citation, mais j'ai un concept, et je pense que ça peut être une citation, et on en discute avec Adrien. C'est que le chemin pour aller de 0 à 1 a rien à voir avec le chemin pour aller de 1 à 10, et c'est ce qu'on a sur Slick. Ça fait 1 an qu'on a lancé l'agence. En 1 an, on a fait de 0 à 1 million de ventes. On est une équipe, on est à peu près une quinzaine. Et en fait, là, on se rend compte qu'on est soi-disant rentré en Ligue 1, j'aime bien dire ça, parce que tous les détails qu'on pouvait ignorer ou mettre de côté avant en se disant ça va passer tranquille, là ça arrive de façon ultra violente, et vraiment le chemin a rien à voir. Tu vois, les difficultés même qu'on a pour aller de 0 à 1 n'ont rien à voir avec celles de 1 à 10, et je pense que c'est assez intéressant parce que en tant qu'entrepreneur, on va souvent se dire ouais, plus je vais continuer, mieux ça va aller, dès que j'aurai quelques CDI machin, etc., dès que j'aurai ce client. Et en réalité, on fait toujours face à de nouveaux problèmes, et moi c'est un peu ma façon de voir la vie, un peu c'est une suite de résolution de problèmes, et du coup je me fais plus d'idées en mode ouais, il y a une solution magique ou un moment miracle où dès que je vais atteindre ce cap, bah ensuite tout ira bien et ce sera cool, parce que pour moi il y a toujours des problèmes, et au moment où on croit qu'il y en a pas,
bah, c'est là où il y en arrive des très gros. Donc voilà, un point assez intéressant. Et donc je pense que ce process d'aimer résoudre des problèmes et trouver des solutions, en fait, c'est les meilleures qualités d'un entrepreneur ou même de quelqu'un qui veut avancer et atteindre ses objectifs dans la vie. Ouais, je suis d'accord, ne pas chercher à trouver un point où il y aura plus d'emmerdement, quoi. Ne pas fuir, que tu vas chercher. C'est ça, ouais. Ok. Merci beaucoup, Antoine. C'est un vrai plaisir d'avoir fait ça. Et puis, je trouve que moi, à titre personnel, vous êtes incroyablement bien démerdé avec tes associés Hugo et Adrien pour réussir à développer Slick en si peu de temps. Moi, j'avais été hyper impressionné quand on s'était rencontrés, du coup, à la soirée que vous aviez organisée, où je trouvais qu'il y avait vraiment une volonté d'aller sur des nouveaux marchés sur lesquels personne s'était positionné. Et on a hâte de voir la suite. Et maintenant, on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Valorant. Un grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. C'est hyper important pour faire grossir la chaîne. Si vous avez des idées d'entrepreneurs que vous voulez voir passer sur la chaîne ou que vous voulez poser des questions à Antoine, on lui transmettra, mettez-le en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Let's begin with the story of literature.